d'une petite causerie sur le sujet des Bourbons et l'Espagne. Je suis ravi d'être ici parmi vous au Japon, moi depuis Nice et vous depuis plusieurs villes du Japon, aussi bien avec des Français expatriés des Japonais amis de la France et de la monarchie française. Et donc, je vais vous parler donc aujourd'hui du sujet des Bourbons et de l'Espagne, mais c'est un sujet que je vais étendre un petit peu, je dirais, à la France et l'Espagne, parce qu'il y a des liens très, très forts entre les deux pays qui sont frontaliers, et donc je pense qu'il faut tenir un propos un peu plus large et qui va s'étendre tout de même sur une période assez longue. Donc mon propos sera un propos à la fois historique et politique. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant sur les Bourbons et l'Espagne, plus exactement sur la France et l'Espagne? Disons que les Bourbons n'arrivent pas sur le trône d'Espagne par hasard. On n'a pas un beau jour un Français qui devient roi d'Espagne au hasard d'une alliance fortuite, comme ça a pu arriver dans d'autres pays où tout à coup une héritière épouse un jeune homme venu d'ailleurs et son mari se retrouve roi. Entre la France et l'Espagne, il y a des relations qui sont très anciennes, très anciennes. Et donc, cette arrivée des Bourbons sur le trône d'Espagne et par la suite des relations très étroites qu'il y a entre la France, l'Espagne et la maison de Bourbon remonte déjà à très très loin. Bon, d'abord, il y a un point qu'il faut faire, qui est un point trivial, qui est tout simple, qui est un point géographique. C'est-à-dire que la France et la péninsule ibérique sont frontalières. Et donc forcément, cette frontière des Pyrénées fait qu'il y a des interactions, des échanges entre les souverains, entre les royaumes et entre les peuples. Donc cette frontière des Pyrénées est perméable et donc les Français et avant eux les Francs vont en péninsule ibérique, et de la même manière que les Hispaniques, je dirais, puisque l'Espagne est un État relativement récent, mais les Hispaniques vont également venir dans le royaume de France, et pas seulement les Hispaniques, puisqu'il y a quand même quelques incursions de gens qui vivaient en Espagne mais qui n'étaient pas des Hispaniques qui sont venus en France. On les a arrêtés. Donc, les relations entre la France, entre le roi de France ou le roi des Francs et les rois de la péninsule ibérique sont relativement anciennes. Il faut que je fasse d'abord un petit point sur ce qu'est l'Espagne aujourd'hui et sur ce qu'elle était il y a environ 1000 ans. L'Espagne, c'est déjà, d'où vient le mot Espagne? Le mot Espagne est un mot phénicien. Espagne vient de Hispania, qui était le terme qu'employaient les Romains, et c'est un mot qui est dérivé, qui désigne la péninsule entière, donc ce qu'aujourd'hui nous appelons l'Espagne et le Portugal, et c'est un terme hispania qui est dérivé d'un mot phénicien. Et ce mot phénicien est un mot assez amusant parce que, en fait, en phénicien, le mot dont est dérivé Hispania est un mot qui veut dire le pays des lapins. Car lorsque les Phéniciens sont arrivés pour la première fois en Espagne, donc dans l'Antiquité, avant Jésus-Christ, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, ils n'ont pas vraiment découvert de personnes, ils ont découvert une infinité de lapins. C'était très peu peuplé. Par contre, c'était immensément peuplé par des colonies de lapins. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé ce territoire
le pays des lapins. Et c'est de là que vient le mot hispania des Romains et que vient l'Espagne d'aujourd'hui. Ça, c'est pour la petite anecdote amusante. Donc, la conquête romaine sur l'Hispanie se fait au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc elle est bien antérieure à la conquête de la Gaule. Et c'est un territoire, puisque ça correspond à peu près à la même époque que la conquête de Carthage. Et donc c'est un territoire qui va être romanisé et qui va être ensuite, qui va rester sous domination romaine et donc sous civilisation romaine jusqu'à la chute de l'Empire romain et aux invasions des Visigoths. Les Visigoths sont des Ariens, donc ils ne sont pas catholiques, ils sont hérétiques pour nous catholiques, dans la mesure où ils pensaient que Jésus n'était pas une divinité. Donc ils contestaient la divinité de Jésus. Et donc ce sont ces rois visigoths qui vont ensuite se convertir au catholicisme, et ce sont ces rois visigoths qui vont être défaits par les Arabes ou Berbères, en tout cas par Tariq, en 711, avec la conquête du territoire de l'Espagne, la totalité du territoire. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, c'est à partir de là que vont commencer à être relativement, que vont commencer, je dirais, les premiers liens entre l'Espagne et la France, ou entre ce qui reste, entre entre les nouveaux royaumes qui se trouvent sur la péninsule, qui sont soit des royaumes musulmans, soit des royaumes chrétiens, puisque le premier royaume chrétien est créé dans les Asturies, dans le nord de l'Espagne, en 718. Et par le fameux Pélage en français. Qui est l'ancêtre de tous les rois d'Espagne actuels, et le prédécesseur de tous les rois d'Espagne actuels. Ces liens vont commencer donc avec la France, et notamment avec la tentative d'invasion qui est remontée jusqu'à Poitiers et qui est arrêtée au 8e siècle par Charles Martel. Donc ce sont déjà des premiers liens, mais qui sont des liens conflictuels. Très rapidement, et donc à partir de Charles Martel, les rois chrétiens et les maires du palais, francs, se rendent compte qu'il y a avec la péninsule une situation qui doit être gérée. Et ça va consister évidemment à lutter contre les Sarrasins, donc musulmans, et à s'allier avec les princes chrétiens qui procèdent petit à petit, avec leurs faibles moyens, mais de plus en plus victorieux au fur et à mesure, à la reconquête de leur territoire. Donc ce sont des échanges qui sont réguliers. Et donc il y a un intérêt mutuel entre la France et l'Espagne, même si à l'époque on ne parle pas encore d'Espagne, puisque l'Espagne c'est plus un territoire géographique qu'une entité politique. On va avoir les royaumes des Asturies, le royaume de Castille, le royaume de Léon, le royaume de Portugal, le royaume d'Aragon, le royaume de Navarre, et qui petit à petit vont grignoter le territoire, conquis par les Sarrasins. Et donc il y a des interactions qui sont régulières. Charlemagne intervient à certains moments sur le territoire espagnol. La chanson de Roland qui raconte la bataille de Roncevaux correspond à une réalité historique et à une intervention des armées de Charlemagne dans le territoire ibérique. Et ça se passe donc au 8e siècle. Par la suite, élément important qui prouve les liens étroits entre la France et la péninsule. En 987,
quand Hugues Capet est élu roi des Francs, il va, peu de temps après, faire couronner, faire sacrer son fils Robert, qui sera Robert le Pieux. Eh bien, Hugues Capet a besoin d'une bonne raison pour dire au grand du royaume qu'il faut sacrer son fils, alors que c'est la première fois qu'un souverain obtient le sacre de son fils de son vivant, le sacre de son successeur de son vivant. Eh bien, l'une des raisons qui est invoquée par Hugues Capet, c'est de dire au grand du royaume, je suis appelé par mon vassal, le comte de Barcelone, à l'aide pour lutter contre les Sarrasins, j'ai besoin de le rejoindre et je risque de périr dans la bataille, il faut un successeur. Et donc, on a à cette époque-là déjà des liens entre la France et l'Espagne qui ont des conséquences politiques importantes sur le royaume des Francs. Puisque c'est avec ce motif-là, qui est un motif réel, mais qui est en même temps instrumentalisé par Hugues Capet, qui voit bien l'opportunité qu'il y a pour lui à utiliser ça, que le roi des Francs, Hugues Capet, nouvellement élu, et avec une couronne qui lui flotte encore un petit peu sur la tête, il faut le dire, puisque Charles de Lorraine, son rival, n'a pas encore été réduit, eh bien, Hugues Capet va se servir de ce lien particulier avec la péninsule ibérique, donc avec le comte de Barcelone, qui est son vassal, puisque c'est intéressant à voir, à cette époque-là, une partie du territoire espagnol est sous vassalité du roi des Francs. Donc, c'est avec ça que Hugues Capet va obtenir le sacre de son fils. Et donc, on a déjà un lien très étroit entre la France et l'Espagne il y a plus de 1000 ans. Évidemment, les relations entre la France et l'Espagne se poursuivent, et ce sont des relations qui sont tout à fait cordiales, parce que souvent, on a entre pays frontaliers, on a des relations qui sont difficiles. On sait que la France et l'Angleterre ont eu des relations extrêmement difficiles, la France et l'Allemagne ont eu des relations extrêmement difficiles, la France et les territoires frontaliers, d'une façon générale, ont des relations difficiles. On pense par exemple à la Flandre. La relation entre la France et les pays de la péninsule ibérique sont des relations beaucoup plus faciles. Et ça pendant tout le Moyen-Âge. Alors évidemment, il peut y avoir des frictions, mais les relations sont faciles. Ce n'est pas pour rien que Saint-Louis sera le fils de Blanche de Castille. Blanche de Castille est la fille du roi de Castille. Louis VIII cherche une épouse, et dans le cadre des liens entre la France et la Castille, Louis VIII, le fils de Philippe, Louis VIII, le fils de le Philippe Auguste, que je ne dis pas de bêtises, Louis VIII, le fils de Philippe Auguste, va donc épouser la fille du roi de Castille, Blanche. Et bon, Blanche de Castille sera donc la mère du grand Saint-Louis. Une génération plus tard, Philippe III, le hardi, le fils de Saint-Louis, va épouser Isabelle d'Aragon. Encore une princesse espagnole. Alors évidemment, Castille et Aragon sont deux royaumes différents, frontaliers, parfois rivaux, mais les relations globales entre la France et les royaumes de la péninsule sont tout à fait cordiales, et elles sont de très grande qualité. Il va y avoir une petite friction à la fin du XIIIe siècle, à la suite des vêpres siciliennes, quand Pierre III d'Aragon tente de s'emparer de la Sicile et provoque la colère du pape. Et à ce moment-là, le pape va déposséder, va détrôner le roi d'Aragon, ou plus exactement va proclamer sa déchéance,
Et à ce moment-là, le pape Martin IV va offrir la couronne au fils d'Isabelle d'Aragon. Et ce fils d'Isabelle d'Aragon, c'est le fameux Charles de Valois, le frère de Philippe le Bel, qui n'est pas encore Philippe le Bel, puisque c'est le fils de Philippe III le Hardi, c'est le fils cadet. Et à cette époque-là, effectivement, il va y avoir une expédition en 1284-1285 du roi des Francs, Philippe le Hardi, en Aragon pour tenter de s'emparer de la couronne et du territoire. Finalement, l'affaire va mal tourner. Philippe III le Hardi va mourir pendant l'expédition. Et il sera, et Philippe le Bel, son fils, qui à l'époque a 17 ans, va mettre fin à l'aventure et va immédiatement se recentrer sur la France. Et là encore, on a eu une attitude de la France qui est une attitude pacifique, c'est-à-dire que la France, les monarques français les plus, on va dire, les plus raisonnables, ceux qui sont les plus grands contributeurs comment dire, à l'élévation de notre pays, ceux qui essayent de le faire croître en puissance et ceux qui cherchent le plus souvent le bien-être de leur peuple, recherchent la paix et recherchent en particulier systématiquement la paix avec l'Espagne, parce que c'est un territoire ami, c'est un pays ami, ce sont des peuples amis avec qui les difficultés sont en général largement aplanies. Philippe III est un roi batailleur, à la différence de son père, qui lui bataille contre l'infidèle. Philippe III va un peu plus batailler contre le prince chrétien, et Philippe IV, son fils, lui, immédiatement remet de l'ordre dans les affaires et se ressent davantage sur la chrétienté et fait la paix avec les princes chrétiens chaque fois qu'il le peut. D'ailleurs, Philippe IV lui-même épouse une hispanique, puisqu'il épouse Jeanne de Navarre. Alors, elle était fille du comte de Champagne, c'est exact, elle avait d'immenses territoires à apporter en dot, notamment la Champagne, mais elle était également reine de Navarre. Et le fils de Philippe IV, Louis X, le fameux Louis X le Hutin, fameux pour ses colères, d'où le surnom de Hutin, et Louis X sera roi de Navarre à la mort de sa mère. Et ses frères, Philippe V le Long et Charles IV le Bel, vu que c'est une succession de frère en frère, vu que la descendance en ligne masculine fait défaut à chaque fois, donc Louis X et ses frères seront également rois de Navarre. Donc encore des liens très forts avec la péninsule ibérique. Je rappelle, s'il est nécessaire de le dire, que la Navarre, à cette époque-là, est un vrai royaume avec un vrai territoire, avec sa capitale à Pampelune, avec un peuple différent, avec une langue. Donc on n'est pas dans la Navarre de Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI, qui est une Navarre nominale intégrée à la France. On est dans un véritable territoire qui correspond grosso modo à la Navarre actuelle, à la province de Navarre actuelle en Espagne. Donc c'est un gros territoire, c'est un territoire important, frontalier, qui enjambe les deux côtés des Pyrénées, puisqu'il y a une partie du Béarn qui est du côté français des Pyrénées, mais c'est un vrai pays. Ça n'est pas un territoire simplement, comment dire, ça n'est pas un territoire fantasmé, comme on peut le croire, parce que nous Français, connaissons la Navarre sous l'angle d'une partie minuscule de territoire dont on ne sait pas exactement ce qu'elle est. À part les Navarrais eux-mêmes qui, j'imagine, savent exactement quel est leur pays. Et donc ces liens entre la France et
et l'Espagne se poursuivent pendant très longtemps, et ce sont des liens cordiaux avec, évidemment, de temps en temps des frictions. On se souvient de Charles le Mauvais pendant la guerre de 100 ans, qui a comploté autant qu'il a pu contre le roi de France pour essayer de le remplacer ou pour essayer de se tailler une principauté dans le territoire. Alors Charles le Mauvais était roi de Navarre. Charles le Mauvais était l'aîné des descendants de Philippe le Bel et de Louis X. Seulement il était l'aîné des descendants par les femmes. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu succéder au trône de France, puisqu'il faut faire un petit rappel concernant la succession au trône de France. Philippe le Bel, Philippe IV, meurt en 1314. Il laisse la couronne tout à fait normalement à son fils aîné, et Philippe le Bel a 3 fils, Louis, Philippe et Charles. Donc c'est Louis, déjà roi de Navarre, qui devient en 1314 roi de France, et Louis, qui devient roi de France en 1314, meurt en 1316 à la suite d'une courte maladie. Louis X, en 1316, laisse une fille, Jeanne, et sa femme enceinte, la reine Clémence de Hongrie. Et donc, Louis X laisse sa femme enceinte, qui va mettre au monde, quelques mois plus tard, un enfant qui sera le roi Jean Ier. Le seul problème est que le roi Jean Ier, donc, qui est un roi posthume, qui est roi dès l'instant de sa naissance, va mourir au bout de 5 jours. Ce qui n'a rien d'anormal, malheureusement, à cette époque-là, vu que les nouveau-nés sont extrêmement fragiles et qu'il est fréquent qu'un nouveau-né sur 2 meure avant sa première année. Donc, la situation devient difficile, puisque la France se retrouve sans roi. Il n'y a pas de fils aîné, c'est la fin de ce qu'on avait appelé le miracle capétien, c'est-à-dire que chaque roi en mourant avait laissé un fils pour lui succéder. Et donc, à ce moment-là, les grands seigneurs du royaume vont se réunir et vont décider de confier la couronne à celui qui avait été nommé régent, c'est-à-dire au frère de Louis X, le comte de Poitiers, Philippe, qui deviendra le roi Philippe V le Long. Et c'est à ce moment-là qu'est donc décidée cette question de succession strictement agnatique, qu'on a appelé plus tard la loi salique, et qui fait que les rois de France sont exclusivement des mâles issus des mâles. Donc il n'y a pas de femme roi de France et il n'y a pas d'homme qui tiendrait ses droits d'une femme. C'est ce qu'on a appelé le nom m'échappe. C'est ce qu'on a appelé faire pont et planche. C'est-à-dire que on ne permettait pas de transmettre un droit qu'on n'avait pas soi-même. Et c'est l'une des causes de la guerre de 100 ans, car un certain nombre de princes d'origine française, mais qui n'étaient pas des capétiens en ligne masculine et par voie d'aînesse, avait un lien de parenté qui était plus proche avec le dernier roi que celui qui est devenu roi. Alors, dans un premier temps, c'est effectivement le frère du précédent roi, ou plus exactement son oncle, puisque Jean Ier a régné, mais par la suite, c'est carrément le cousin germain, et c'est avec l'arrivée des Valois et de Philippe VI de Valois sur le trône de France, à la mort de Charles IV en 1328. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça parce que Charles le Mauvais, Charles le Mauvais, donc le roi de Navarre, on l'appelle le Mauvais parce qu'il avait apparemment le même mauvais caractère que son grand-père Louis X, et qu'il avait un jour, en arrivant en Navarre, était non pas maltraité, mais il y avait eu une légère querelle de préséance, quelqu'un ne lui avait pas accordé ne l'avait pas traité selon son rang. Il avait immédiatement fait pendre le
le fâcheux qui avait manqué de courtoisie à son égard. Et la population de Navarre, qui ne le connaissait pas, puisque c'était l'une des premières fois qu'il arrivait, c'était un homme tout jeune à l'époque, il avait 16 ou 17 ans, et donc l'avait immédiatement estampillé le mauvais, parce que son premier acte de roi sur le territoire avait été de faire pendre un malheureux qui passait par là et qui n'avait pas eu la courtoisie qu'il aurait dû avoir. Donc c'est un personnage assez colérique, comme son grand-père Louis X, qui avait eu aussi de mauvaises manières, mais de manière moins violente et moins sanguinaire. Et donc Charles le Mauvais est le fils de Jeanne de Navarre, qui est elle-même la fille de Louis X. Et donc à ce titre, Charles le Mauvais est l'aîné par voie féminine, en ligne féminine, des descendants de Philippe IV, de Philippe le Bel. Et donc il estime qu'il devrait être, lui, le roi de France. Et il le serait sans aucun doute s'il n'y avait pas la loi dite salique, c'est-à-dire la loi de succession strictement agnatique. Et donc cet homme-là va passer sa vie à comploter. Là, on peut vraiment parler de complot. Il va passer sa vie à comploter pour tenter soit de conquérir le trône, soit et s'emparer du royaume entier, soit s'allier aux Anglais à l'occasion des événements de la guerre de 100 ans, pour tenter d'avoir des territoires supplémentaires. Il faut dire que c'est un prince très important d'un point de vue territorial, puisqu'il est roi de Navarre, qui est un vrai territoire, et il est comte de Champagne, qui est un territoire immense. Il est par ailleurs le fils de Philippe d'Évreux, comte d'Évreux, qui est lui-même un fils de Philippe III le Hardi. Donc c'est un prince territorial très important, très riche, très puissant, et très frustré d'être l'aîné sans être le roi. Et donc c'est un homme qui va fomenter énormément de troubles, qui va s'allier avec la Castille, qui va s'allier avec l'Aragon, qui va s'allier avec l'Angleterre, qui va s'allier avec les ennemis du roi de France chaque fois qu'il va pouvoir, qui va s'allier parfois avec le dauphin Charles contre le roi Jean le Bon. Donc c'est une situation, ce sont les événements de la guerre de 100 ans, bon, qu'il est difficile de détailler ici dans un petit récit d'1 heure au maximum, mais qui est un personnage, lui, très intéressant et qui est finalement assez peu connu. Mais pour revenir à mon propos général, là encore, on a des liens étroits entre la France et la péninsule qui s'expriment pendant cette période-là. Évidemment, les choses vont s'arranger par la suite, notamment grâce à la mort de Charles le Mauvais, qui lui a un fils qu'on appelle Charles le Noble, et qui est tout le contraire de son père, qui va se concentrer sur la Navarre, qui va être un excellent roi de Navarre, qui va être un grand bâtisseur, et qui va surtout être un allié solide pour la France. Reprenant donc la vieille tradition des princes espagnols qui sont les alliés des rois de France. Un peu plus tard, à la même époque, on a Charles V qui va envoyer du Guesclin aider le roi de Castille régler un certain nombre de problèmes. On va envoyer les grandes compagnies en Castille notamment, et où elles se comporteront beaucoup mieux qu'en France, et du Guesclin deviendra connétable de Castille. Donc on a un Breton au service du roi de Castille, sur l'ordre du roi de France, et qui devient connétable d'un royaume étranger, avec l'aval du roi de France. Donc là encore, des relations entre la France et les royaumes ibériques qui est tout à fait solide et de grande qualité. En fait, les relations vont commencer à se dégrader au moment où le roi de Castille va devenir empereur.
c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à se dégrader. En fait, elles vont même se dégrader un petit peu avant. Elles vont commencer à se dégrader quand le roi de Castille va s'emparer de la Navarre, plus exactement, à la fin du XVe siècle. C'est Ferdinand d'Aragon qui va s'emparer de la Navarre, qui est passé entre-temps dans la maison d'Albret. Ferdinand d'Aragon à la fin du XVe siècle, Ferdinand d'Aragon, le mari d'Isabelle la catholique, donc ceux qui ont reconquis l'ensemble du territoire espagnol, puisque en 1492, peu avant la découverte de l'Amérique, le territoire espagnol est entièrement reconquis et le roi de Grenade, Boabdil, est vaincu et il part en exil. Et donc, le territoire de la péninsule, Castille, Aragon et Portugal, est entièrement libéré de la domination des Sarrasins et des musulmans. Et donc, le roi d'Aragon, qui est un homme ambitieux, puisque même si à l'heure actuelle on ne s'en rend pas compte, l'Aragon a plus ou moins annexé la Castille, puisque la maison qui prend le pouvoir en Castille, c'est la maison d'Aragon. Et à l'heure actuelle, les rois d'Espagne sont les descendants des rois d'Aragon et de Castille. Et donc, le roi d'Aragon va étendre son pouvoir plus au nord et va donc s'emparer de la Navarre, de la maison d'Albret. Donc c'était une maison qui était plutôt française, et donc la Navarre va devenir carrément espagnole, et être intégrée de manière définitive à l'Espagne, qui n'existe pas encore. Et la situation va encore, mais ça, ce n'est pas un énorme problème pour la France. Même si les rois de France sont les alliés des rois de Navarre français, je dirais de la maison d'Albret, ça n'est pas un énorme problème pour la France. Là où la situation va devenir franchement difficile, c'est lorsque le roi de Castille, Charles Ier, va devenir l'empereur, le saint-empereur romain germanique, Charles Quint. Et à ce moment-là, effectivement, les relations entre la France et l'Espagne, parce que Charles Quint est vraiment le premier roi d'Espagne, Charles Quint, et donc la situation entre la France et l'Espagne va vraiment se dégrader, puisque la France se trouve effectivement prise en étau, prise en sandwich entre deux immenses territoires appartenant au même souverain, qui est très puissant et qui est très riche, puisqu'il est également, le roi des Indes. C'est le roi des Indes occidentales, puisqu'il y a eu la découverte de l'Amérique. On est en pleine conquête de l'Amérique, avec ces immenses richesses, essentiellement, des immenses richesses, notamment en or, et qui font que le roi de Castille, donc le roi Charles Quint, Charles Ier en Castille, Charles Quint en Allemagne, est un homme extrêmement puissant, et que forcément les relations vont se dégrader, et elles vont se dégrader également à la faveur de la Réforme, parce que la Réforme protestante qui intervient à cette époque-là, à partir des années 1520, en Allemagne avec Luther, avec Calvin à Genève, et ensuite un peu partout en Europe, sauf justement en Espagne où elle est étouffée dans l'œuf, et en Angleterre évidemment. La Réforme va être un sujet de querelle, querelle entre les rois de France et les rois d'Espagne, parce que les rois d'Espagne ont réussi à empêcher la réforme protestante de prospérer. Donc, elle a été en Allemagne. Charles Quint s'est révélé totalement impuissant à empêcher la doctrine de Luther de prospérer. C'est lié notamment aux conditions politiques propres de l'Allemagne, qui font qu'un certain nombre de princes allemands ont trouvé opportun
de trahir le roi en matière religieuse parce que ça leur permettait aussi de le trahir en matière politique et d'augmenter leur puissance politique. Mais en Espagne, la réforme protestante, en fait, il n'y en a pas. Hein, il faut dire ça clairement, des protestants en Espagne, je ne sais pas, on doit les compter sur les doigts d'une main. D'ailleurs, l'Inquisition, dont on parle beaucoup et qui a fait l'objet d'une légende très noire, ne s'est quasiment jamais attaquée aux protestants en Espagne. L'Inquisition s'attaquait aux faux convertis au catholicisme chez les juifs et chez les morts. Mais pas aux protestants. L'Inquisition espagnole est une inquisition qui vise à empêcher que prospèrent ou refleurissent le judaïsme et l'islam en Espagne, mais certainement pas le protestantisme, puisqu'en fait, il n'y a pas de protestants en Espagne. La réforme ne prospère absolument pas. Les rois catholiques ont agi de telle manière, et puis le contexte a été tel que, en fait, personne en Espagne n'a vraiment été séduit par la réforme. Et donc la politique du roi d'Espagne va être très agressive envers la France, parce que le roi d'Espagne attend du roi de France qu'il mate purement et simplement, brutalement s'il le faut, les tentatives de réforme protestante en France. Or, le roi de France, François Ier, dans un premier temps, ne prend peut-être pas toute la conscience du problème. Henri II, lui, se rend compte davantage du danger qu'il y a, mais n'a pas la réponse adéquate, peut-être trop brutale, peut-être trop faible, les deux en même temps. Il faut dire que la situation de la France est complexe à cette époque-là. Peut-être que Henri II n'a tout simplement pas l'intelligence suffisante pour régler le problème. Henri II est le mari de Catherine de Médicis, mais Henri II n'est pas Catherine de Médicis, il n'a pas son talent politique. Et donc la réforme va prospérer, et surtout la réforme va prospérer à la mort d'Henri II en 1559, vu que Henri II meurt brutalement dans un accident, de tournoi, justement à l'occasion des fêtes qui ont lieu pour sceller la paix avec l'Espagne de Philippe II et avec le mariage de sa fille avec le roi d'Espagne. Donc là encore, lien fort entre la France et l'Espagne, des dissensions qui aboutissaient finalement à la paix. Et la mort d'Henri II qui laisse 4 fils très jeunes, puisque l'aîné est majeur légalement, c'est François II, mais François II a 16 ans, François II est malade, François II est un adolescent quasiment dans l'enfance, quasiment pas sorti de l'enfance, et qui va être un roi extrêmement faible, qui va régner très peu de temps, environ 2 ans. Et donc à François II va succéder Charles IX, qui lui est carrément un enfant, donc il y aura une situation de régence, ce sera la régence de Catherine de Médicis, et donc Charles IX a une dizaine d'années, peut-être un petit peu moins, je n'ai plus la date exacte en tête, je crois qu'il a 9 ans, et donc c'est une période de trouble, parce que les périodes de régence sont des périodes difficiles. Blanche de Castille, régente sous Saint-Louis, avait eu à affronter des situations difficiles. Les périodes de régence sont malheureusement des situations difficiles, de faiblesse du monarque, de faiblesse du régent, le cas échéant, sauf s'il s'agit de quelqu'un à poigne, pas forcément un homme, puisque Blanche de Castille avait de la poigne, et Blanche de Castille a tenu le royaume à bout de bras, comme par hasard une Espagnole. Et comme Anne d'Autriche d'ailleurs, une autre espagnole. Et donc Catherine de Médicis va tenir le royaume comme elle va le tenir assez bien, mais dans un contexte extrêmement difficile, avec des partis catholiques et protestants qui vont s'affronter et qui vont aussi prendre le prétexte de la religion
pour tenter d'augmenter leur pouvoir. Je rappelle qu'à l'époque des guerres de religion, les Bourbons sont protestants. Antoine de Bourbon, le roi de Navarre, est protestant. Le prince de Condé est protestant. Et par la suite, le fils d'Antoine de Bourbon, le futur Henri III de Navarre, Henri III de Navarre et futur Henri IV de France, est un protestant. Ça n'est pas un fidèle catholique, c'est un protestant qui va causer énormément de problèmes jusqu'à ce qu'il devienne des Capétiens, l'aîné des Capétiens. Vu que j'allais dire bizarrement, non, pas bizarrement, mais il y a une grâce des Capétiens, c'est que l'aîné des Capétiens, même s'il a été un abominable prince, a cette tendance naturelle à devenir un bon roi et fidèle à la foi de ses pères. Et donc, pour revenir à mon propos sur les relations entre la France et l'Espagne pendant les guerres de religion, tout ça est lié évidemment à cette situation de guerre de religion, c'est lié à cette situation de territoire frontalier avec le différend de la Navarre, mais qui n'est pas un différend insoluble. Antoine de Navarre avait épousé Jeanne d'Albret dans l'espoir, Antoine de Bourbon avait épousé Jeanne d'Albret dans l'espoir de devenir il devenait roi de Navarre, mais dans l'espoir de récupérer le territoire de la Navarre, parce qu'il y avait des négociations à cette époque-là. C'est relativement peu connu parce que ça n'a pas abouti à quoi que ce soit de concret, mais il y a des comment dire, il y a eu des tractations diplomatiques qui visaient à ça. À cette époque-là, Antoine de Navarre, protestant, était prêt à devenir catholique pour devenir roi de toute la Navarre. Comme quoi, les questions de foi ne sont pas toujours des questions strictement de foi. Et dans toute cette situation, malgré tout, va créer des liens. Alors, des liens parfois conflictuels, mais des liens réels entre la France, la France et l'Espagne. En 1589, quand Henri III est assassiné, on a pu se demander s'il n'avait pas été assassiné à l'instigation. Alors, on sait qu'il est assassiné à l'instigation de la Ligue, qui était donc l'organisation des catholiques les plus fervents et malheureusement les plus violents, et donc il est assassiné à l'instigation de la Ligue. On s'est demandé s'il n'y avait pas derrière le bras de l'Espagne, vu que Henri III avait fait l'année précédente exécuter, je ne dis pas assassiner, mais exécuter le duc de Guise, qui lui était donc un prince rebelle, et qui était le complice de l'Espagne. Lorsque le duc de Guise a été assassiné à Blois, il avait dans sa poche une lettre du roi d'Espagne, lui promettant monts et merveilles et des sommes absolument considérables en échange de son alliance. En 1600, Henri IV, redevenu catholique, puisque Henri IV est quand même né catholique. Henri IV est un prince né catholique. Jeanne d'Albret était catholique lorsqu'elle a donné naissance à Henri IV. Antoine de Bourbon était catholique. Et donc, Henri IV, qui était hérétique, converti, relapse, enfin Henri IV a été un peu tout, était quand même né catholique, devenu catholique lorsqu'il a abjuré le protestantisme et est mort catholique. Donc Henri IV en 1600, Henri IV épouse Marie de Médicis, qui est la petite nièce de Charles Quint, la petite fille de Ferdinand d'Allemagne, qui était l'empereur d'Allemagne, frère de Charles Quint. Donc Henri IV épouse une princesse qui est d'origine espagnole très clairement, malgré son nom, puisqu'elle était espagnole par sa mère. En
en 1610, lorsqu'Henri IV est assassiné, là encore, on se demande s'il n'y a pas la main de l'Espagne. On n'a jamais élucidé la question de l'assassinat d'Henri IV, Ravaillac étant un personnage extrêmement énigmatique, et on n'a jamais pu savoir qui était derrière. Mais là encore, ce sont... Alors, on ne va pas parler de liens, parce que c'est beaucoup dire, mais là encore, l'Espagne recherche l'alliance avec le roi de France, et c'est lorsque le roi de France est là à briser l'alliance avec l'Espagne qu'il est assassiné, puisque Henri IV est assassiné à la veille de partir en guerre contre l'Espagne encore une fois. La question de des alliances avec l'Espagne, à ce moment-là, les alliances avec l'Espagne vont être de plus en plus étroites. Ce sont des périodes de guerre et des périodes d'alliance, puisque sous Louis XIII, on a des guerres contre l'Espagne et finalement la paix avec un mariage espagnol. Louis XIII épouse Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, dont le nom ne dit pas qu'elle est espagnole, mais elle était espagnole, blonde, fille du roi d'Espagne, fille de Philippe III. Et à la génération suivante, même situation, encore une situation de conflit régulier avec l'Espagne, la paix et le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse, fille de Philippe IV, d'Espagne. Ce qui fait que Louis XIV épousait sa cousine germaine. Donc Louis XIV épouse Marie-Thérèse d'Autriche, puisque c'est ainsi qu'on appelle les rois d'Espagne de la maison d'Autriche, mais ils sont les rois d'Espagne. Et c'est à partir de là qu'on va avoir la succession d'événements qui vont amener un Français sur le trône d'Espagne. La situation de l'Espagne est particulière à l'époque. En Espagne, on appelle ça le siècle d'or, parce que c'est un siècle extrêmement brillant du point de vue de la littérature. C'est un siècle extrêmement brillant du point de vue des arts. C'est le siècle de Velázquez. C'est une époque qui est, d'un point de vue culturel, qui est une époque bénie. Par contre, c'est une époque de grande décadence politique. C'est une époque de grande décadence politique parce que Philippe II d'Espagne a été un monarque très brillant, mais en même temps, c'est un homme très bureaucratique. C'est un homme très bureaucratique, c'est un homme qui a de grands défauts. Il gouverne le monde depuis son petit bureau au palais de l'Escorial, qu'il a fait construire au nord de Madrid, et qui est un palais église mausolée, puisque c'est là qu'il fait enterrer son père, c'est là qu'il sera enterré, c'est là que sont encore enterrés les rois d'Espagne. Et Philippe II est un homme qui ne va pas toujours au fond des choses, puisque c'est un homme, par exemple, qui se fait gronder par Charles Quint après la victoire de Saint-Quentin, puisque Charles Quint le pousse à aller jusqu'à Paris, et il n'y va pas. Donc Philippe II est un homme qui a peut-être les défauts de ses qualités. C'est un homme qui est très méthodique, et finalement d'être trop méthodique, il n'est pas suffisamment aventureux, et donc il va connaître des échecs importants alors qu'il avait énormément d'atouts. Son fils Philippe III est un homme relativement médiocre. C'est un enfant qui est né tard, c'est un héritier qui est né tard, puisque Philippe II s'est marié plusieurs fois, dont une fois avec une fille d'Henri II, et il n'a pas eu d'enfant mâle avant un âge assez avancé. Et donc son successeur Philippe III est un homme qui est assez
qui est assez médiocre, qui est essentiellement entre les mains de ses favoris, donc des grands seigneurs qui captent son attention, qui favorisent ses plaisirs, mais Philippe III n'est pas un monarque tout à fait exceptionnel. Le fils de Philippe III, Philippe IV, est peut-être pire. Et finalement, le pire de tous ces monarques, c'est Charles II, le fils de Philippe IV, le frère de Marie-Thérèse, d'Autriche, donc de la femme de Louis XIV. Et lui, c'est un désastre d'un point de vue physique, mental, intellectuel. Et c'est un homme dont, dès qu'il arrive sur le trône, on sait qu'il n'aura pas d'enfant, qu'il est stérile, qu'il est contrefait. C'est la caricature de toute cette dégénérescence qu'on voit malheureusement chez les Habsbourg d'Espagne au XVIIe siècle. Et donc, dès les années 1680, alors que le roi d'Espagne a encore 20 ans à vivre, l'Europe entière est en train de se demander qui va hériter du royaume d'Espagne. À la limite, l'Espagne, on s'en fiche un peu, mais ce qui intéresse, ce sont les possessions en Italie, ce sont les possessions dans le nord de l'Europe, les Pays-Bas, les Provinces-Unies, les Flandres, et ce qui intéresse aussi, c'est l'Amérique. Parce que l'Amérique, avec ses immenses territoires, ses immenses richesses, c'est une source de profit immense. Et donc, les 20 dernières années du XVIIe siècle, donc de 1680 à 1700, eh bien, les États européens vont se faire soit une guerre larvée, soit une guerre ouverte, dans l'attente de la mort du roi d'Espagne, dont on espère capter l'héritage. Et donc, c'est dans ces conditions-là que la succession d'Espagne va s'ouvrir en 1700, quand le roi Charles II meurt, et celui qui va hériter du trône à l'issue de nombreuses tractations, c'est le petit-fils de Louis XIV. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la succession d'Espagne parce que je vois qu'on arrive, il est près de 11 heures. J'ai jusqu'à quelle heure? En général, encore. Normalement, je devrais avoir déjà terminé. Non, c'est bon. Enfin, en 1 heure en général la présentation, donc encore peut-être une dizaine de minutes ou 15 une dizaine de minutes. Ah bon, alors je vais aller à toute vitesse parce que je ne vous ai pas encore parlé des Bourbons, moi. Il faudra peut-être faire une seconde. Oui, parce que ce que je voulais vous dire, bon, bah, écoutez, la guerre de succession d'Espagne, bon, bah, je vais mettre l'accélérateur. J'ai droit à un petit quart d'heure de plus? Oui, vas-y. Est-ce que je suis ennuyeux? Non, c'est très bien. Très bien. Bon, alors, non, c'est que j'ai pas eu le temps de calibrer mon exposé, c'est pour ça. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque le roi d'Espagne devient un Français, lorsque le petit-fils de Louis XIV, donc le duc d'Anjou, Philippe, devient roi d'Espagne, cela entraîne une guerre de succession d'Espagne, la guerre de succession d'Espagne, qui va se conclure en 1712-1713 par les traités d'Utrecht. La France est vaincue, mais la France a gagné. C'est-à-dire que la France a perdu la guerre, mais finalement, l'Espagne n'est pas démantelée, les possessions espagnoles ne sont pas démantelées, l'Espagne conserve l'Empire américain, conserve l'Amérique, l'Espagne n'est pas démantelée, elle perd juste Gibraltar, d'ailleurs elle n'a toujours pas récupéré, et le roi d'Espagne est un Français. Et donc, c'est à cette époque-là que vont se nouer les liens encore plus étroits entre la France et l'Espagne, entre les Bourbons et l'Espagne, puisqu'on va avoir cette maison de Bourbon en Espagne, et cette maison de Bourbon en Espagne, eh bien, elle est toujours au pouvoir.
Donc depuis 1700, alors qu'on n'a plus de Bourbons sur le trône de France, on a toujours des Bourbons sur le trône d'Espagne. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette maison de Bourbon va être extrêmement fidèle à la France. Elle va être fidèle à la France de plusieurs manières. En 1718, Philippe V, qui est un homme jeune, prend peur quant à la situation en France et va inspirer une conspiration pour tenter de faire renverser le régent, le duc d'Orléans, et pouvoir se faire être nommé lui-même régent à sa place. C'est la fameuse conspiration de Célamare, de manière à pouvoir monter sur le trône de France si le roi, Louis XV, qui a 8 ans, venait à mourir sans descendance. Il faut savoir que entre 1715 et 1729, le roi de France n'a pas de fils. Donc il n'a pas d'héritier présomptif. Et donc son héritier présomptif naturel, c'est le roi d'Espagne. Sauf qu'il y a ce fameux traité d'Utrecht qui interdit la réunion des deux couronnes de France et d'Espagne sur la même tête. Et dans ces conditions, ce serait une belle occasion pour l'aîné des d'Orléans. C'est là qu'on arrive avec nos bons amis les d'Orléans. Ça serait une bonne occasion pour l'aîné des d'Orléans, le régent, dont je dois préciser que le régent a été loyal. Le régent a été loyal, il n'a pas trahi. Autant ses descendants n'ont pas été loyaux, le régent a été loyal. Il a défendu son pouvoir, il a défendu la régence, mais il n'a jamais tenté d'usurper la couronne. Et donc, mais si le roi venait à mourir, le régent pourrait avoir cette forte tentation de devenir le successeur. Et ça pourrait fonctionner après tout. Donc, il y a cette conspiration de Célamare en 1718 qui prouve bien que les Bourbons d'Espagne ont un grand intérêt pour la France et ils ont un intérêt pour ils ont un intérêt pour la succession de France. Donc, les Bourbons d'Espagne restent avant tout des princes français. Au moment de la Révolution française, lorsque Louis XVI est en difficulté, à qui fait-il appel? Au roi d'Espagne, qu'il appelle le chef de la seconde branche. Car c'est ce qu'est le roi d'Espagne. Le roi de France est le chef de la première branche. Le roi d'Espagne est le chef de la seconde branche. Puisque le roi de France, Louis XVI, est l'aîné des descendants de Louis XV. Et le roi d'Espagne, lui, descend de Louis XIV. Donc, après les descendants de Louis XV, ce sont les descendants de Louis XIV qui ont la préséance, qui sont en ligne de succession. Donc, Louis XVI en appelle au roi d'Espagne, le roi Charles IV. Sous la Restauration, en 1823, lorsque le roi Ferdinand VII a des difficultés, le roi Louis XVIII envoie son neveu Louis-Antoine, le duc d'Angoulême, le futur Louis XIX, le fils du comte d'Artois, il envoie le duc d'Angoulême rétablir à la tête d'une expédition importante le roi Ferdinand VII sur le trône, et c'est la victoire du Trocadéro du 31 août 1823. Victoire du Trocadéro qui est commémorée à Paris par la place du Trocadéro et même à une époque par le palais du Trocadéro. Et au XIXe siècle, les Bourbons d'Espagne, lorsqu'ils sont en difficulté, parce que les Bourbons d'Espagne ont à faire face eux-mêmes à une crise de succession, c'est ce qu'on appelle les guerres carlistes. Alors je crois que je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail des guerres carlistes, mais disons que la succession en Espagne se fait en ligne féminine, se fait de préférence en ligne masculine, mais éventuellement en ligne féminine. Et il y a eu un souci, c'est que Ferdinand VII, qui lui était un Bourbon en ligne masculine, évidemment, n'a pas eu de fils. Et donc, sur son lit de mort, il a désigné sa fille comme son héritière, c'est la reine Isabelle II d'Espagne. Il désigne sa fille comme son héritière au détriment de son frère.
Et évidemment, ça provoque une guerre de succession, car on y voit les intrigues, les intrigues de la cour, les intrigues d'une partie des gens qui sont au pouvoir, les intrigues de la reine. Et donc, une partie de la population se soulève avec des lignes directrices qui sont enfin, une façon de concevoir le pouvoir qui sont différentes. Et à plusieurs reprises, les Bourbons sur le trône, la reine Isabelle II notamment, va faire face à des difficultés. Elle va perdre le pouvoir en 1868. Et où va-t-elle en 1868? Quand elle perd le pouvoir, eh bien, elle se réfugie à Paris. C'est d'ailleurs à Paris qu'elle mourra en 1904. Son mari, le roi consort François d'Assise, lui meurt en 1902 à Épinay-sur-Seine. Donc lui aussi, un roi d'Espagne très français, le roi François d'Assise, et l'ancêtre donc du prince actuel, Louis de Bourbon, Louis XX, pardon, et donc il est lui un Bourbon en ligne masculine. Là encore, bon, je ne vais pas trop m'étendre sur les intrigues de Louis-Philippe pour tenter de s'emparer de l'Espagne et de mettre sur le trône d'Espagne un de ses fils. Mais là encore, toujours cet intérêt des Bourbons, mais là de la branche cadette, donc des d'Orléans pour l'Espagne, puisque au cours du XIXe siècle, le roi Louis-Philippe va réussir à faire épouser la jeune sœur de la reine et l'un de ses fils, à obtenir le mariage de l'un de ses fils, le duc de Montpensier, qui a toujours une descendance à l'heure actuelle espagnole, avec la jeune sœur de la reine. Toujours cette idée pour les Français de mettre la main sur le trône d'Espagne, même quand ils l'ont déjà. Et en 1931, lorsque le roi Alphonse XIII est détrôné, eh bien, où vient-il? En Espagne. D'ailleurs, le roi Alphonse XIII était un grand ami de la France, puisque à 19 ans, il vient en France et il est victime d'un attentat, alors qu'il se trouve en visite à Paris avec le président Émile Loubet. Il est victime d'un attentat à la bombe organisé par un anarchiste espagnol dans une rue à côté de la rue de Rivoli à Paris. Et son premier propos a été de dire qu'il avait été heureux d'avoir son baptême du feu en France. Donc, toujours cette amitié franco-espagnole qui évidemment, au moment de la guerre de 14-18, se manifeste de manière très, très forte, puisque le roi d'Espagne, Alphonse XIII, l'Espagne est neutre en 14-18, donc elle ne participe pas à la guerre, mais l'Espagne va avoir une action humanitaire avec tous les belligérants. Elle va recueillir des blessés, elle va aider autant qu'elle peut, mais il y a quand même une tendance forte de l'Espagne de favoriser la France chaque fois qu'elle le peut. D'ailleurs, Alphonse XIII recevra la Légion d'honneur. Je ne sais plus quel grade il aura, mais enfin un très haut grade dans la Légion d'honneur. Et sauf erreur, je crois qu'il était croix de guerre. Donc Alphonse XIII était un grand ami de la France. Et pour cause, il n'était pas l'aîné des Capétiens à l'époque, mais presque, mais pas loin, puisqu'en 1936, quand l'aîné des Capétiens, qui est un Bourbon issu de Charles IV, pardon, donc issu du père de Ferdinand VII meurt, c'est Alphonse XIII qui devient l'aîné des Capétiens. Et Alphonse XIII, en 1936, lorsque la République est programmée, en 1931, Alphonse XIII s'était installé en France, et en 1936, lorsqu'il devient l'aîné des Capétiens, à ce moment-là, il est à Rome, il devient un Français à part entière, si je puis dire, puisqu'il était évidemment
il était évidemment français par le cœur, il était français par son action, il était français par le sang, mais là il devient l'aîné des Capétiens, et je ne pense pas qu'on puisse refuser la qualité de français à l'aîné des Capétiens, même si Alphonse XIII n'a peut-être jamais eu de passeport français, ni de carte d'identité française. Ce qui n'est pas le cas par contre de son petit-fils Alphonse, qui lui évidemment était français également de nationalité, vu que sa mère était française. Et donc Alphonse, donc notre prince Alphonse II, prématurément décédé accidentellement en 1989, et que nous regrettons, je crois, toujours. Il aurait 86 ans. Il aurait 86 ans puisqu'il était de 1936. Il aurait 86 ans, et donc Alphonse II était sans doute le plus français de tous les Capétiens modernes, vu qu'il a tant œuvré en France, notamment en 1987, à l'occasion du millénaire capétien, où il était absolument omniprésent, et où tous les gens qui étaient adolescents, adultes ou adolescents à cette époque-là, se souviennent de lui. Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai encore un petit peu de temps? 5 minutes peut-être, quelque chose comme 5 ça. minutes. Écoutez, j'aimerais parler d'Alphonse II avant de parler de Louis XX. Très bien. Où je voudrais parler des deux, parce que ce sont finalement les deux plus importants à notre époque. Alors, Alphonse II, moi je l'ai découvert, j'étais encore un galopin, je l'ai découvert en 1987, pardon. En 1987, Alphonse II, je l'ai découvert en 1987 à l'occasion du millénaire capétien, parce que bon, tout le monde pensait avant le millénaire capétien, à part les gens bien informés, que c'était le comte de Paris qui était l'héritier des rois de France. Et le comte de Paris, beaucoup de gens qui voyaient un peu son action n'étaient pas très enjoués, on va dire. N'était pas très enjoué, l'homme n'était pas très sympathique, l'homme avait l'air tellement hautain, l'homme avait l'air tellement imbu de lui-même. L'homme avait l'air d'avoir une telle fatuité. Derrière, un côté poli et courtois, on se disait franchement, non, pitié pas lui. Et c'est en 1987, pardon, décidément, c'est en 1987 qu'énormément de Français ont découvert que, outre Pyrénées, il y avait un roi qui, lui, ressemblait à nos rois. Parce que la réalité des rois de France, je crois qu'il faut le dire avec le cœur, c'est que les rois de France, d'abord, on les aime. On les aime pour ce qu'ils nous ont fait. On les aime pour leur action. On les aime pour leur histoire. On les aime pour leur grandeur. On les aime pour leur solidité face à l'adversité. On les aime pour leur clémence avec leurs ennemis. On les aime pour toutes ces qualités qui sont diffuses, qu'on voit, mais qu'on ressent lorsqu'on apprend l'histoire de France. Et on sent essentiellement chez ces gens une immense bonté, une bienveillance, une volonté d'agir pour le bien de tous, et en accord avec leur propre bien. On n'a pas affaire à des gens égoïstes. Et je pense que si la monarchie française a duré aussi longtemps, c'est parce qu'elle n'a jamais eu affaire à des arrivistes. Elle a eu affaire à une lignée tout à fait exceptionnelle. Et cette lignée exceptionnelle, elle s'est traduite par une multitude d'événements. Alors, tous les rois ne sont pas parfaits. Les rois peuvent avoir leur travers. Ce sont des personnes, ce sont des chrétiens, ce sont des pécheurs. Mais il y a globalement
dans cette lignée des Capétiens et des aînés des Capétiens, cette particularité qui fait que le peuple l'aime, et il ne l'aime pas béatement, il l'aime avec raison pour tout ce bien qui se communique, qui se communique entre le roi et le peuple, et qu'on voit au travers de cette histoire. Et les gens qui ont rencontré Alphonse de Bourbon, moi je ne l'ai pas rencontré malheureusement, les gens qui ont rencontré Alphonse de Bourbon, et je le sais par des gens qui me l'ont dit, ils m'ont dit cet homme-là, il avait quelque chose d'exceptionnel. Il avait quelque chose d'exceptionnel. Un ami m'a raconté, parce que lui, là, il est plus âgé, et donc il l'a connu jusqu'à sa mort, et il m'a raconté que Alphonse de Bourbon avait, c'est une petite anecdote, avait cette particularité d'avoir cette affabilité, cette gentillesse, cette bonté, cette attention avec tous, aussi bien les gens importants comme les gens les plus humbles. Et un jour, il s'était retrouvé en petit comité avec 5 ou 6 personnes, et puis bon, des gens qui le connaissaient, puis d'autres personnes qui ne le connaissaient pas et qui étaient un peu timides. Il avait dit bonjour à tout le monde. Et puis il y avait une des personnes là qui était un petit peu timide, un peu effacée, qui s'était mise derrière, qui n'osait pas s'approcher. Parce que bon, l'aîné des Capétiens, c'est pas rien. L'aîné, le fils de Saint-Louis, c'est pas rien. Et donc Alphonse avait dit bonjour à tout le monde, avait commencé à bavarder, et puis tout à coup il se rend compte qu'il y avait quelqu'un qui était là, et il s'était approché de lui, il avait dit mais attendez, il y a quelqu'un à qui je n'ai pas dit bonjour, et il s'était approché, avait écarté la personne qui était devant, gentiment évidemment, et il avait dit mais bonjour monsieur, et puis il avait salué expressément. Et cette attitude-là, c'est une attitude qu'on ne trouve pas chez tous les princes. Il y en a qui sont en représentation, qui sont toujours très affables, mais une fois qu'ils ont terminé leur petit monologue, leur petit speech, ils vous tournent le dos et ne vous entendent plus. Vous n'existez plus. Ils ont fermé l'interrupteur. Et vous avez chez les Bourbons, chez les Capétiens, et moi ça je l'ai vu un petit peu chez Louis XX, parce que j'ai la chance de l'avoir rencontré, de l'avoir un petit peu côtoyé. Et il a cette affabilité, cette bonté, cette bienveillance qu'on m'a décrite chez Alphonse. C'est-à-dire que ça n'est pas un homme en représentation, ça n'est pas une institution, c'est une vraie personne de chair et de sang, mais c'est un vrai prince, c'est vraiment la personne qui incarne quelque chose et qui est incarnée. Et ça, je pense que c'est la vraie raison. C'est la vraie raison de la présence des Capétiens sur le trône de France pendant aussi longtemps. Et je pense qu'elle aurait pu durer plus longtemps s'il n'y avait pas eu toutes les manigances et tous les complots de la Révolution contre Louis XVI. Mais c'est vraiment, je crois, pour cette raison que les Français, si un jour ils ont la chance de se rendre compte de ce qu'ils ont, du trésor qu'ils ont dans cette famille, et dans l'aîné, évidemment. L'aîné, pas le petit arriviste tapis dans l'ombre qui veut un jouet et du pouvoir. Et si les Français ont un jour la chance de se rendre compte de la chance qu'ils ont d'avoir cette famille et ces gens-là, eh bien, peut-être qu'ils reviendront à la monarchie, et peut-être que les Bourbons dits d'Espagne, parce que c'est les Bourbons tout court, c'est la Maison de France, et donc l'aîné, évidemment, l'aîné, et seulement lui, pourra apporter à la France, je crois, le destin qu'elle mérite et qu'elle peut retrouver. Voilà, je crois que c'est une manière de conclure mon propos, même s'il a été un petit peu bref sur la fin. Merci beaucoup, c'était vraiment très bien, très magistral. Merci. J'étais un petit peu long sur le Moyen Âge peut-être, et pas assez sur les Bourbons. Je crois que j'ai fait un gros hors-sujet. Non, c'était très bien. Peut-être inattendu par rapport au titre, mais je trouve que c'était vraiment bien parce que
Tu nous as montré comment il faut faire l'histoire. Alors déjà, c'est très bien d'avoir une histoire panoramique. C'est très important, je trouve, très très bien. Et en plus, que la seule façon réaliste et utile de faire l'histoire, pour raconter l'histoire d'un pays, il faut raconter l'histoire de ses rois. Et on comprend l'histoire à travers l'incarnation justement de ces rois. Et je trouvais que pour l'Espagne, c'était très parlant. Et puis ensuite, les Bourbons et voir, il y avait tout quoi, dans cette représentation vraiment bien. Qu'est-ce que c'est que la vraie Europe? C'est pas une Europe administrative, c'est les liens familiaux entre les rois, et c'est ce lien profond entre les royaumes d'Espagne et le royaume de France qui étaient dans le même combat, et que malgré l'histoire et le fait qu'il y ait des conflits parfois, que les hommes sont des pêcheurs, en Europe chrétienne, on savait se raccommoder, on savait se considérer comme des frères, même si on se disputait. Et la seule conclusion, c'est vite le roi sur le trône, et que effectivement les Français se rappellent de leur héritage. Vraiment la très, très bonne conclusion. Est-ce qu'il y aurait des questions peut-être Moi, ça va de mon côté, ouais. Même si, ouais, juste moi ça, je connais pas très bien. Je connais pas très bien la royauté, même en France, hein, mais Louis XX, c'est un Capétien, mais on dit quand même que c'est un Bourbon, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la maison capétienne tire son nom de Hugues Capet. Oui, bien sûr. Donc, qui est le premier roi capétien élu en 987. Mais la succession se fait de mal en mal, mais les historiens, en fait, parce que à la limite, c'est ça la réalité. Parce que la réalité, c'est que les rois de France n'ont pas de nom. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de nom. Les rois de France n'ont pas de nom, ils ont juste un prénom. Et donc, les historiens ont utilisé, mais ils ont eu des moyens de se distinguer, notamment les distinguer par le nom de leur fief. Donc, lorsqu'un roi recevait un fief, lorsqu'un prince recevait un fief, puisqu'on donnait des fiefs au fils le fils aîné du roi, le fils aîné du roi héritait du trône. Mais les cadets, eux, recevaient des fiefs. Ils recevaient des apanages. Et donc, on avait pris l'habitude de les appeler par le nom de leur apanage. Philippe III le Hardi a plusieurs fils. L'aîné, c'est Philippe, ce sera Philippe le Bel, Philippe IV, que le peuple a surnommé Philippe le Bel. Il a un deuxième fils qui est Charles, et Charles reçoit le comté de Valois, donc on va l'appeler Charles de Valois. Et il a un troisième fils, Philippe, qui lui va recevoir le comté d'Évreux, et on l'appellera Philippe d'Évreux. Donc ce sont des moyens de distinguer les gens. À cette époque-là, au Moyen-Âge, les gens ne sont pas forcément appelés de cette manière. Les appellations actuelles sont des appellations qui ont été données par les historiens, par l'habitude, voilà. Donc, à chaque fois qu'on a eu des changements de dynastie, c'est-à-dire que lorsque le troisième fils de Philippe le Bel meurt, ça met fin à ce qu'on a appelé les Capétiens directs. Direct parce qu'ils descendaient tous de Hugues Capet de fils en fils, de père en fils. Et lorsque la succession passe au cousin, qui est en fait le fils du frère de Philippe IV, elle passe au comte de Valois, puisque Philippe VI est le comte de Valois avant de devenir le roi de France. Et donc on va appeler ça la maison de Valois. C'est eux qu'on appelle les Valois. Et ça continue jusqu'à Henri III. Henri III, qui est le dernier des Valois. Et Henri III n'a pas de fils. Ce qui fait que le trône va passer à son cousin. Alors en réalité, c'est son cousin et son beau-frère. Mais puisqu'Henri IV avait épousé la sœur d'Henri III. Mais le trône va passer à son cousin. Et son cousin, lui, c'est l'aîné des Bourbons. D'accord. Voilà. Le nom de Bourbon remonte à un apanage qui n'a même pas été, qui
n'était même pas un apanage royal, c'est juste que le dernier fils de Saint-Louis avait épousé la fille du sire de Bourbon. Et donc, cette héritière, ils ont pris le nom de la femme. Donc, ils ont pris le nom de la mère. Et les Bourbons tiennent leur nom d'une terre qui ne venait même pas du père, qui venait de la mère. Alors, ils avaient des possessions importantes qui venaient de la couronne de France, mais le nom venait de la mère. Et donc, les Bourbons portent le nom d'une de leurs ancêtres qui n'était pas une capétienne. Ce sont les vicissitudes du nom de famille de l'époque. À l'époque, il n'y avait même pas de nom de famille. Et donc, c'est de cette manière qu'on a les Capétiens directs, les Valois et les Bourbons. Et on a aussi les d'Orléans. Alors, les d'Orléans, eux, c'est une branche des Bourbons, de la manière que mais ce sont des Capétiens aussi, puisque tous, ce sont des Capétiens. Et donc, les d'Orléans, eux, ce sont les descendants du frère de Louis XIV, c'est-à-dire du deuxième fils de Louis XIII, qui reçoit en apanage le duché d'Orléans, et donc qu'on appelle Philippe d'Orléans. C'est ça. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ça... Ce que je trouvais très intéressant aussi, à quel point les successions sont importantes et à quel point même pendant la guerre de 100 ans, etc., la proximité du sang reste très important pour les contemporains et que ça leur donne la possibilité de contester la loi salique ou de, comme Charles le Mauvais, etc., qui était plus proche en termes de parenté, mais qui n'était pas dans la succession. Et ce qui permet aussi de mieux comprendre, même quand Hugues Capet monte sur le trône, ou voire même avant les Carolingiens, c'est pas spécifiquement des dynasties différentes. Si on regarde dans le sang, c'est pas en ligne masculine, mais en ligne féminine. C'était les familles qui étaient les plus proches des sangs royaux des dynasties précédentes, en fait. Mais il n'y a pas que ça à propos du sang. Il y a le sang dans le sens de lignée, d'ADN, comme on dirait aujourd'hui, mais il y a le sang dans le sens du sang qu'on ne fait pas couler, ou qu'on fait couler. Les Capétiens ne s'entretuent pas. Oui, voilà, ça c'est Les Capétiens ne s'entretuent pas. Si nous avons une telle horreur vis-à-vis des d'Orléans et de Philippe Égalité, c'est que Philippe Égalité est le premier Capétien qui a fait couler le sang d'un roi ou d'un autre Capétien. Ils ne s'entretuent pas. Les rois d'Angleterre s'entretuent. Oui. On a vu en Espagne, chez les rois de Castille, on a vu des rois qui s'entretuent. Pierre le Cruel et Henri de Trastamare, c'est un règlement de compte sanglant entre deux frères. Les Capétiens ne s'entretuent pas. Le roi a toujours respecté son propre sang. Lorsque le frère du roi complote, il y a un bon exemple. La conspiration de Saint-Mars. La conspiration de Saint-Mars sous Louis XIII. Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, complote avec l'Espagne contre Louis XIII. Il y a un projet qui était peut-être même un projet d'assassinat du roi, enfin on ne sait pas, mais c'est quelque chose qui est terrible. Gaston d'Orléans complote, finalement, tous les comploteurs seront arrêtés, condamnés et exécutés, dont le fameux Saint-Marthe qui était le favori de Louis XIII, qui était une tête folle, et qui s'était mis en tête on ne sait quoi. Mais Gaston d'Orléans, lui, est épargné. Les Capétiens ne s'entretuent pas. Et la version que nous, légitimistes, avons vis-à-vis des d'Orléans, c'est ça. C'est parce qu'ils ont versé le sang d'un des leurs. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas très chrétien. Hugues Capet est cousin avec Charles de Lorraine. Charles de Lorraine, c'était le fils de Lothaire, c'était
c'était oui, c'était le fils de Lothaire. Je dis pas de bêtises. Ou le frère de Lothaire. Bien, peu importe. Charles de Lorraine, c'était le rival de Hugues Capet en 987. Eh bien, Hugues Capet le fait prisonnier. Hugues Capet l'enferme. Hugues Capet fait enfermer les fils de Charles de Lorraine. Hugues Capet ne fait pas assassiner Charles de Lorraine. Alors que c'était tellement plus simple. Puis à l'époque, on n'était pas loin des temps mérovingiens où c'était un peu Oui, le sport bien national. sûr, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. À partir des Carolingiens et sous les Capétiens, on n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple d'assassinat de princes entre eux. Si, je dis une bêtise, il y a un cas. C'est Jean sans peur. Jean sans peur qui fait assassiner Louis d'Orléans. C'est vrai. C'est vrai. Et l'assassinat ensuite de Jean sans peur par les hommes de Charles VII. Mais, pour montrer à quel point c'était considéré comme horrible à cette époque-là, c'est ça qui provoque le traité de Troyes et l'exhérédation de Charles VII. Charles VII est exclu du trône de France par Charles VI, non pas parce qu'il serait un bâtard, mais parce qu'il a fait assassiner Jean sans peur. Alors que c'était une vengeance plus ou moins légitime après l'assassinat de Louis d'Orléans par le frère de Charles VI, par Jean sans peur. Mais c'est un cas qui est exceptionnel, et c'est un cas qui est sanctionné, puisque c'est une situation qui va plonger la France encore plus dans la détresse. Le traité de Troyes n'aurait peut-être pas été signé et il n'aurait pas été conclu sans l'assassinat de Jean sans peur, ni l'assassinat de Louis d'Orléans. Donc ce sont ces pratiques, ces pratiques sanguinaires qui sont rarissimes, qui vont avoir ces conséquences-là. Et donc, les rois de France, et on n'a pas d'exemple de roi de France qui fait assassiner un des siens. L'assassinat du duc de Guise, qui est en fait l'exécution du duc de Guise, c'est l'exécution par les hommes du roi de France, acculés, d'un homme qui a été condamné en conseil secret. C'est-à-dire dans le cadre de l'exercice de haute justice du roi de France. Le roi de France est haut justicier, il a droit de vie ou de mort sur ces sujets qui ont commis des crimes. D'ailleurs, il y a une anecdote amusante à ce sujet. Marie de Médicis était connue pour ses colères, et un jour, devant Sully, elle s'apprêtait à gifler le roi. Et Sully lui avait attrapé la main et lui avait dit « Mais vous êtes folle, vous savez qu'il peut vous faire exécuter. On ne lève pas la main sur le roi. » Et c'était la reine. Mais donc les rois de France, justement, contrairement à beaucoup d'autres rois, ne sont pas des princes sanguinaires. On n'a pas en Angleterre, l'histoire de l'Angleterre, c'est une histoire d'usurpation et d'assassinat. Comme ça arrive souvent, même quand on regarde les... Ah, ça fait des beaux films, hein, ça fait des belles séries sur Netflix, ça c'est sûr. Ah bah oui, forcément, c'est plus amusant, hein. Il y a de l'intrigue, hein, c'est mieux que les bisounours. Mais bon, vivre dans ces temps-là, à l'époque où la France est en paix, les Anglais s'entretuent. Les Anglais s'entretuent à qui mieux pendant des siècles. Et finalement, ils n'ont arrêté de s'entretuer que lorsque le roi était dépossédé de tout pouvoir. Oui. Ce qui se passe au Japon d'ailleurs aussi finalement dans l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que les rois de France, à la fois accomplissent, comment dire, une christianisation complète de la royauté, donc Ouais. et en même temps font justice, quoi, ne deviennent pas
règlent les problèmes, servent le bien commun. Et c'est pour Oui, ça exactement, parce qu'ils ont trouvé le juste milieu, le juste dosage. Il reste des rois forts sans devenir des rois tyranniques. voilà, c'est ça. L'administration française, qui est une administration de grande qualité, remonte à Saint-Louis. On a à l'heure actuelle une administration qui fonctionne bien, parfois trop, mais on a une administration qui fonctionne bien et elle remonte à Saint-Louis. Le pouvoir du président de la République aujourd'hui est le pouvoir de l'héritier du successeur, de l'usurpateur des rois de France. Si on a un pouvoir si vertical aujourd'hui, si malheureusement c'est dévoyé, mais si on a aujourd'hui un chef de l'État qui est obéi, même lorsqu'il fait des caprices, même lorsqu'il viole la Constitution, même lorsqu'il prend des mesures qu'il ne devrait pas prendre parce qu'elles sont contraires à l'essence même de sa mission, c'est parce qu'il bénéficie encore des restes de l'autorité souveraine que les rois avaient sur le peuple. Et qu'ils ont construit pendant 1000 ans. Pardon? Et les restes qui ont été construits pendant 1000 ans. Et... Exactement. Exactement. On a cette manière de fonctionner. Alors malheureusement, le peuple français a tellement l'habitude d'obéir à son chef qu'au lieu d'obéir au roi, maintenant il obéit au premier galopin qui est élu parce qu'il avait des bons communicants. Mais on a en France les suites de les suites de 800 ans de monarchie capétienne. Avec un président qui a beaucoup de pouvoir, sans autorité et sans Dieu dessus, quoi. Oui, et sans cette flamme qui lui ferait dire oui, ça je peux le faire, ça non, je ne dois pas le faire. Et sans jamais se dire est-ce que je pourrais le moment venu en répondre devant Dieu? Parce que c'est ça l'autorité du roi de France. Et sans légitimité de succession. Exactement. Parce que ce qui fait l'autorité, le pouvoir du roi de France et le fait que le roi de France agit comme il agit, c'est qu'il se demande et après, parce que j'en répondrai après. Parce que l'autorité absolue du roi de France, c'est absolu dans le sens, non pas sans contrainte, mais obligé d'en répondre devant Dieu. Et ça, c'est un peu plus effrayant que d'en répondre devant les hommes à la prochaine élection. Aller mentir à Dieu, eh ben bon courage. Hein. Bah, c'est l'éternité qui est en jeu, donc normalement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Geoffroy, peut-être une question? Oui, bonjour à tous. Bonjour Geoffroy. J'arrive pas à mettre la vidéo, bon c'est pas grave, mais donc je vous remercie effectivement pour paraphraser mon prédécesseur. Moi aussi j'ai pas mal de lacunes, donc je regarde un petit peu en même temps pendant l'exposé et je pense qu'il faudra que je réécoute parce que du coup j'ai dû louper quelques passages. J'aime bien regarder notamment la tête des gens dont on parle. J'avais une question, elle est un peu iconoclaste, juste sur la période justement Philippe II, Philippe III, Philippe IV, Oui. Charles II, vous parliez de décadence politique à l'opposé un peu de la partie, on va dire, culturelle qui était très florissante. Est-ce qu'on peut quand même mettre aussi cette décadence politique sur aussi une décadence, comment dire, des mauvais choix de mariage, peut-être trop proches? Est-ce qu'il y avait des sujets de sanguinité, qui ont pu expliquer une fragilité à cette époque? C'est sûr que le sang, il faut le renouveler un peu. Hein. C'est certain qu'à force de se marier entre cousins germains, on finit comme des chiens de race.
Non, c'est certain qu'il y a eu des... disons que c'est le hasard ou la providence qui s'en est mêlée, parce que les mariages entre cousins chez les Capétiens, ça a existé et ça n'a pas donné ces résultats désastreux. Donc il y a clairement une question de malchance là-dedans, mais c'est vrai que la consanguinité a été un gros problème. Un gros problème. Charles II, c'est une aberration génétique. Ouais, c'est ça, j'ai eu c'est terrible à dire. C'est terrible à dire. Non, mais ça fait de la peine parce qu'on n'avait pas forcément affaire à de mauvaises personnes, mais la consanguinité, ça peut aboutir à des troubles mentaux, à des gens qui deviennent tout à fait caractériels. Alors pour certains, ce seront des troubles physiques. Il y avait beaucoup de boiteux chez les Capétiens. La boiterie, c'est un défaut qui est souvent lié à la consanguinité. Il y avait aussi des sourds. Ce sont des défauts génétiques, ce sont des anomalies congénitales qui peuvent être liées à la consanguinité. Mais chez les Habsbourg d'Espagne, c'est terrible. C'est terrible. Il y a des études scientifiques qui ont été faites dessus. Bon, c'est effrayant. Ouais. C'est effrayant. Je sais que c'est une critique qui peut être faite parfois, souvent même par les non-monarchistes, on va dire, sur le danger de la consanguinité, mais qui est largement surestimé la plupart du temps. Mais dans les moments d'histoire où ça semble un peu se vérifier, c'est intéressant de savoir pourquoi peut-être. Parce qu'après, il y a cousin et cousin, quoi. Après, il y a effectivement des niveaux de consanguinité qui ne sont pas les mêmes et qui se succèdent plus ou dans le temps, de manière plus ou moins rapprochée aussi. Ça peut jouer. Et c'est intéressant d'avoir notion là-dessus. J'avais aussi une autre question sur. J'ai pas bien compris. Alors, oui, lorsque les Bourbons d'Espagne ont lorgné un petit peu sur le trône de France, alors je ne sais plus si c'était peut-être lors de la succession un peu difficile là, de Louis XIV, eux, ils n'étaient pas bloqués par le traité d'Utrecht. Ils n'avaient pas de... Ah si, mais bon, c'est la confédération de Selamar. C'est en 1718. En 1718, Louis XV a 8 ans. Donc Louis XV est un enfant dont on n'a aucune certitude qu'il atteindra l'âge adulte, comme pour la plupart des enfants à cette époque-là. Et donc le roi d'Espagne Philippe V, donc qui est le petit-fils de Louis XIV, alors que Louis XV est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Donc le roi Philippe V s'inquiète de la situation en France si le roi venait à mourir. Et justement, le traité d'Utrecht interdit la réunion des deux couronnes. Il y a même eu des renonciations, puisque Philippe V a signé une renonciation au trône de France, de la même manière que le duc d'Orléans a signé une renonciation au trône d'Espagne. Il ne faut pas l'oublier. Et donc Philippe V s'inquiète de la situation et se dit que, parce que tout ça c'est de la politique, il ne faut pas oublier, à 5 ans d'intervalle, la situation peut être différente et les traités, ça reste que du papier avec de l'encre. Donc si le roi de France venait à mourir, le premier objectif de Philippe V, ça serait de récupérer le pouvoir en France, de devenir roi de France à la suite de son neveu, vu qu'il est plus proche parent que le duc d'Orléans. Puisque la succession, en gros, il y a 3 princes en concurrence, en présence. On a Louis XV, qui a 8 ans, on a Philippe V, qui a la trentaine, et on a ensuite le duc d'Orléans, qui est le régent, mais qui lui vit en France, qui a la cinquantaine, si je ne dis pas de bêtises, quarantaine ou cinquantaine. Donc, si le roi meurt, c'est forcément l'un des deux qui va prendre le pouvoir. Mais il y en a un qui est en France, mais qui est plus éloigné, et il y a le roi d'Espagne qui lui a signé une renonciation. Mais bon,
la première des choses à faire, le cas échéant, ça serait d'écarter le régent, puisque le duc d'Orléans est régent. Vous me suivez? Ce qui est peut-être important à préciser, c'est que les lois de succession étaient très très claires pour les gens de l'époque, et tout le monde savait que ce traité d'Utrecht n'avait aucune valeur juridique, et que le jour où le problème se posait, évidemment, ni l'Angleterre, ni un certain nombre de personnes en Europe, ni les Orléans n'auraient voulu reconnaître la règle de succession légitime, mais en même temps, dans la tête de Philippe V, même de Louis XIV, quand il a signé le traité, c'était clair que ces renonciations n'avaient aucune valeur. Et, bon, Et dans la tête du duc d'Orléans. Et dans la tête du duc d'Orléans aussi. Même voilà, si on ne sait pas ce qu'il aurait fait le jour où, effectivement, il était à une personne du pouvoir, quoi. Tout le monde était d'accord là-dessus. C'est juste que, bon, ce sont des questions de fait. En fait, la France a perdu la guerre. Voilà, la France a perdu la guerre, mais tout le monde est épuisé par ces guerres, donc tout le monde en a assez, tout le monde finit par se mettre sur un compromis, parce qu'on a quand même 12 ans de guerre. Donc après 12 ans de guerre, plus personne n'a d'argent, puisque la guerre c'est d'abord de l'argent. Donc plus personne n'a d'argent. Donc au final, on se met d'accord sur une situation qui est un peu qui est bâtarde, il faut le dire. Et donc on se met d'accord sur des renonciations, et puis surtout un élément qui est important, c'est qu'on ne veut pas réunir les deux couronnes sur la même tête. Donc, en fait, Philippe V, son idée, parce que la conspiration de Célamare, c'est une conspiration qui est un peu plus compliquée, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Philippe V va profiter de la frustration du fils de Louis XIV d'avoir été écarté du pouvoir. Parce que Louis XIV a laissé un arrière-petit-fils légitime et plusieurs bâtards légitimés. Et l'un d'entre eux, c'est le duc du Maine, fils de Louis XIV, et de la marquise de Montespan. Et là donc, encore, ce qui est important, c'est que ces petits-fils, petit-fils légitimés, bâtards, fils légitimés, en fait, ce qui est drôle, c'est que, enfin, ce qui montre les lois de succession en France, c'est que ça a été cassé par le Parlement et que même le roi ne peut pas légitimer des enfants qui sont bâtards, puisqu'ils ne sont pas issus d'un mariage catholique. Ça. Non, ils ont été légitimés, pardon. Légitimés, ils le sont restés. Le roi peut légitimer. Par contre, il ne peut pas leur donner des droits d'accès au trône. De succession, oui. Il peut les prendre, ils sont restés, ils sont légitimés. Donc, ils sont légitimés civilement, mais ils ne sont pas. Mais ils ne peuvent pas accéder au trône de France. Ils sont exclus. Ça n'est pas faisable. Parce que le roi leur avait donné accès après les d'Orléans, hein, pas avant. Donc, ils avaient accès en cas d'extinction. Mais le Parlement a carrément cassé ça. Parce que Louis XIV, c'est quand même assez spécial en matière de succession. Et il avait prévu, en cas d'extinction de sa descendance, il avait prévu ses bâtards légitimés, et à défaut de ces bâtards légitimés, la maison de Lorraine. La maison de Lorraine, qui ne sont pas des Capétiens, au détriment des Courtenay, qui eux étaient des Capétiens. Donc c'était un petit micmac du roi vieillissant, et tout ça a été cassé par le Parlement. Et donc la règle de succession normale a été remise en place, à savoir l'aîné des Capétiens, point, et uniquement la filiation légitime. Et c'est dans ce cadre-là que le roi d'Espagne, qui est le plus proche parent du roi de France, fait avancer ses pions. Et il fait avancer ses pions dans le cadre de cette conspiration, parce que le duc du Maine a été écarté. Il a été écarté de la succession, il a été écarté du pouvoir. Parce que en cassant le Parlement, en cassant le testament, casse la règle de succession, la règle de succession modifiée par le roi, mais elle casse aussi le testament en ce qu'il organisait un conseil de régence. Parce que le roi Louis XIV, en mourant, avait instauré un conseil de régence
avait instauré un conseil de régence qui réduisait, qui limitait les pouvoirs du duc d'Orléans, puisqu'il assistait de son fils légitimé, le duc du Maine. Et donc, tout le clan du duc du Maine, enfin on ne peut pas appeler ça un clan, mais disons le duc du Maine et ses partisans sont écartés. Et donc ce sont tous ces gens-là qui vont s'allier avec le roi d'Espagne pour essayer de renverser le régent. Est-ce que c'est à peu près clair, Geoffroy, ou est-ce que c'est encore plus embrouillé? Si, non. Non, c'est très bien. Le problème avec les explications, c'est que parfois c'est encore plus embrouillé. Non, mais c'est très clair, je comprends bien. Et j'avais aussi une question, alors peut-être plus large que par rapport au simple sujet d'aujourd'hui, sur la loi Salic, parce que ça m'a toujours étonné. On est la seule couronne qui a une loi de ce type pour régler la succession? Ah non, il y a le Japon. D'accord. Non, je me trompe. Paul, je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne sais pas si on est les seuls, mais c'est quand même particulier au Royaume de France que ça soit une loi Salic aussi claire. D'ailleurs, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, ben ça a posé des soucis. Et d'ailleurs, ça peut rejoindre aussi l'histoire de pourquoi il y a eu tant de mariages consanguins en Espagne. C'est parce qu'il y avait des règles aussi de dérogation. Donc, on ne devait pas se marier avec un autre rang que de sa propre famille, alors qu'en France, pas du tout. Un roi de France pouvait se marier avec n'importe quel rang, ça ne changeait rien à la succession, par exemple. C'est exact. Mais disons que les problèmes de consanguinité arrivent avec la réforme. Oui, voilà. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que ces problèmes de consanguinité, restent secondaires et puis d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, ça désobéit aux lois de l'Église. En fait, c'est des exceptions. Oui, bien sûr. Admises en général par l'Église, mais quand on regarde les monarchies païennes, il y a ce défaut, c'est-à-dire que il y a des mariages endogames qui excluent pour la pureté du sang, mais par définition, les mariages endogames entraînent la guerre, parce que quand on fait des mariages à l'extérieur, outre renouveler le sang, c'est surtout des ponts avec les autres pays pour avoir de la paix, quoi, des alliances, des paix, etc. C'est l'une des raisons pour lesquelles Louis XIV ne s'est pas marié publiquement avec Madame de Maintenon. C'est ça. Alors, on vient de trouver là. Louis XIV, après la mort de Marie-Thérèse, pouvait se marier avec qui il voulait, et il pouvait épouser Madame de Maintenon. Il avait le droit. Il ne commettait aucune infraction. Oui, et ça mais comment le roi de France pouvait-il faire l'affront aux autres puissances européennes de refuser une princesse pour épouser une veuve issue de la petite noblesse? Le roi ne se possède pas, il sert la France. Il y a de ça. Le roi ne peut pas. Il y a plusieurs cas. Je crois qu'il y a eu le cas aussi avec Louis XV. Alors Louis XV ne s'est pas remarié, mais je crois, ça serait à rechercher. J'ai les idées moyennement claires sur la question, mais je sais qu'il y a certains. Je crois que c'est Louis XV. Je crois que Louis XV ne s'est pas remarié. Parce que ça risquait de créer des troubles. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils choisissent. La situation était tellement tendue que épouser une princesse d'un pays plutôt que d'un autre pays, c'était presque un casus belli. C'est ça. Mais pour revenir à la loi de succession, je pense vraiment qu'en fait, je réfléchis, je crois que c'est vraiment une particularité française. Il y a un côté fille de l'aîné de l'Église, enfin providentiel, dans le sens où les hommes abandonnent complètement le choix de l'héritier. Donc on confie tout à Dieu. Oui. Parce qu'il y a toujours la tendance et la tentation de vouloir choisir son héritier d'une façon ou d'une autre. Voilà. Disons que la loi de succession agnatique stricte, qu'on appelle loi salique, c'est une loi qui remonte déjà à Clovis. On n'a pas de cas en France de succession en ligne féminine. On n'en a aucun.
On n'a aucun cas. Donc, à partir de là, ce qu'on appelle la loi salique au XIVe siècle, ça n'est que la formalisation d'une tradition. C'est une coutume qui existe déjà depuis 800 ans. Oui, en agnatique, parce que bon, c'était le souci chez les royautés mérovingiennes et carolingiennes qui étaient encore très païennes. Ce qui comptait, c'est d'avoir le sang. Donc, tant qu'on était un mâle avec le sang, en soi, on était roi potentiel. D'où le fait qu'ils s'entretuaient les uns les autres jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un roi. Oui, bien sûr. Mais on a la même vision chez les Capétiens. C'est-à-dire que c'est le sang, et d'ailleurs c'est amusant parce que c'est confirmé par la génétique, puisque le chromosome Y, qui est le chromosome mâle, c'est celui qui définit la masculinité, le sexe masculin, eh bien le chromosome mâle se transmet indéfiniment de mâle en mâle et il disparaît à la première fille. Exact. Donc les filles ont évidemment le sang de leur père, mais lorsqu'on est le petit-fils par voie féminine, on n'a pas le chromosome Y de son grand-père maternel. Un homme peut avoir tous les gènes de son grand-père maternel transmis, mais il peut pas avoir son chromosome Y. C'est vrai. Moi, j'ai lu un livre sur la famille par hasard et il parle même de l'aînesse, le droit d'aînesse dans l'Écriture sainte. Qu'en fait, c'est même la loi d'Adam et que souvent dans l'Écriture sainte, quand il cite toujours les aînés. En fait, il cite même pas les cadets. Et quand il y a exception à la règle, comme il y a eu par exemple Judas qui n'est pas le premier l'aîné mais le 4e des 12. C'est explicitement Dieu qui donne, ou Ésaü et Jacob, c'est explicitement, exception, c'est Dieu qui donne une autorisation pour que ce soit pas l'aîné. Mais qu'en fait, que le droit d'aînesse est presque en fait divin, c'est presque la loi naturelle. Mais c'est logique. C'est logique parce que ça crée une succession qui est immuable. Donc ça permet de créer de la sécurité. C'est ça. Et de l'entente aussi, parce que comme ça, le père ne choisit pas. C'est le choix de Dieu. L'aîné est au-dessus du père dans ce sens-là que voilà. Ça ne crée pas de Il avait une belle formule, je trouve cet abbé, c'est l'abbé Roquette, il est très royaliste, cet abbé qui est sur la famille, et il dit les rois tombent du ciel. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, mais c'est très bien. C'est très bien, c'est une sécurité. C'est pour ça qu'on existe encore, que la France existe encore en fait. Bien sûr. S'il y avait des successions moins claires, on ne saurait plus qui est le roi aujourd'hui. Bien sûr, on aurait pu. Pardon, on a triplé les effectifs. C'est bien. Il faut de l'effectif. Il faut des troupes. Enfin, en tout cas, vraiment très intéressante présentation. Je pense qu'il faudra une suite. Ouais, voilà, il faudra une suite, si ça te dit, dans quelques mois pour. Bien sûr, dans quelques mois, il faudra définir un sujet. Là, j'étais un peu long sur le début. Non, mais c'était très bien parce que c'est vraiment très utile. Et peut-être que ce serait intéressant d'avoir une prochaine fois plus sur les guerres carlistes, ce genre de choses, et puis ces liens-là, parce que c'est toujours un peu complexe, mais en fait, les deux pays sont tellement liés finalement. Donc, voilà. Donc, je propose de terminer par une petite prière, comme d'habitude. Avec plaisir. Et donc, je partage. On va aller se restaurer ensuite. Alors, les enfants, silence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Nos prières, ne les méprisez pas dans les nécessités, mais du danger, délivrez-nous, seul pur, seul béni. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, merci Paul, merci Solène, merci Geoffroy, merci. Comment s'appelle ton ami qui était avec toi? Maxime. Maxime. Merci Maxime.